Bonsoir, il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. Léa, bonsoir. Bonsoir chère Tidiane, bonsoir également à vous chers téléspectateurs. Voici les titres de cette édition. L'intersyndicale des travailleurs des collectivités locales veut contraindre le gouvernement à respecter ses engagements et l'a décrété à compter de ce lundi 72 heures de grève renouvelable. La sortie pas très rassurante du ministère de l'Éducation nationale pour les grévistes de la FASTEF, Mohamedou Moustapha Diagne estime que le besoin pour recruter des professeurs en lettres, histoire et géographie ne se fait pas encore sentir, vous l'entendrez dans ce journal. La sortie d'Ousmane Tanordien dans le grand jury suscite des remous au sein de la formation socialiste. Idriss Diallo, maire de Dalifort, soupçonne le premier secrétaire du PS de vouloir faire du Wahouahet et se présenter à la prochaine présidentielle. Et puis en sport, les prolongations du combat Guigui Ama Baldé. Des spécialistes fustigent ce qu'ils qualifient de simulacre de combat. Ce sera donc dans la page des sports en fin d'édition. Voilà le sommaire de ce journal. Tout de suite, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. 72 heures de grève décrétées par l'intersyndicale des travailleurs des collectivités locales. Les motifs de la grève, non-respect du protocole d'accord signé avec le gouvernement en 2015. Un protocole d'accord qui comprend le paiement des arriérés de salaire et la couverture médicale des agents redéployés dans les communes. Le président de l'intersyndicale, Sidi Ndiaye, et le chargé des revendications, Bamba Diop, appellent l'État à respecter ses engagements. Issa Toupaye et Jafar Abba. 72 heures de grève, le mot d'ordre de l'intersyndicale respecté presque partout. Les travailleurs des collectivités locales déroulent un nouveau plan d'action. Ils sont prêts à défendre bec et ongle leurs intérêts. Vous l'avez constaté sur l'ensemble du territoire national et dans tous les ordres de collectivités locales, nous sommes en mouvement. Par exemple, il y a des collectivités locales qui ne sont pas encore fixées sur le sort de leurs travailleurs. Donc nous estimons que là aussi, il faut passer à la vitesse supérieure. Les impacts négatifs de l'acte 3 de la décentralisation sur nos conditions d'existence pose problème. Puisque vous le savez très bien, au niveau des grandes villes, on a procédé à la dévolution du patrimoine et aussi au redéploiement du personnel. Et l'intersyndicale avait prévenu en son temps pour demander aux autorités de tout faire pour que les droits acquis des travailleurs soient préservés. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il faut passer à la lutte. Ce sont eux qui nous ont mis dans... Nous ne sommes que des mandataires. Nous ne sommes que des mandataires. Et nous sommes prêts à porter le combat des travailleurs. Et personne ne nous fera changer d'avis. Le combat se poursuit donc après une marche la semaine dernière et après avoir sillonné les communes des régions pour une large sensibilisation auprès des travailleurs. Mais comme la grève c'est l'arme fatale, il fallait utiliser la grève parce que face à des autorités qui ne veulent pas vraiment coopérer et qui ne cherchent même pas à parler avec les syndicats. Devant les mots qui persistent auprès des travailleurs, à savoir aujourd'hui des travailleurs qui se retrouvent sans salaire, des travailleurs qui partent à la retraite et qui n'ont pas d'indemnité de départ pour la retraite, ils n'ont pas d'indemnité de départ à la retraite, ils n'arrivent pas à percevoir les indemnités au niveau de l'IPRES. De la même manière, ils n'ont plus de couverture maladie, ils n'ont plus de prestations, ni d'IPRES ou EDQ. Donc, de multiples mots. Les communes ne peuvent plus continuer à fonctionner parce que les communes font 70 à 80% de leurs recettes pour payer des salaires. Maintenant, cette fois-ci, c'est l'intersyndicale qui va accélérer la cadence, comme le gouvernement ne l'a fait jusqu'à présent. Multiples mots gangrènent le secteur des collectivités locales, une situation de plus en plus précaire. L'intersyndicale promet un mois de février de feu si l'État du Sénégal n'honore pas ses engagements. Aïssa Toupaye Fall, nous reviendrons sur les conséquences de cette grève sur le terrain à la mairie des Parcelles à CENI, peut-être même avant la fin de ce journal. Et puis, chère Tidiane, la décision du ministre de l'Éducation nationale de procéder au redéploiement de certains enseignants suscite de nombreuses réactions. Certains professeurs intervient tardivement. En plus, elle devrait faire l'objet de discussions au préalable au ministère de l'Éducation nationale. On soutient que cette mesure est prise pour régler le déficit de professeurs. Aminata Barresso, Tierno Laurent Mendy. Tout est parti d'une étude du ministère de l'Éducation nationale. Dans certains collèges et lycées du Sénégal, un surplus de professeurs est noté. Parmi les établissements cités par le ministère de l'Éducation nationale, le lycée Blaise Diagne de Dakar. C'est un professeur qui a reçu donc un OS en PC et un autre en espagnol. Mais on avait annoncé aux collègues
un redéploiement dans d'autres disciplines, donc telles que l'anglais, donc telles que le français, etc. Il faut aussi comprendre que le ministère a des contraintes parce qu'il y a des classes qui sont fermées un peu partout, pas plus tard qu'il y a 2 semaines à Toubatoul. Donc les populations sont sorties pour réclamer des professeurs. C'est des cas donc, que dans un autre que nous rencontrons au niveau du système. Au niveau de Blaise Diagne, par exemple, il y a eu des surnombres. Il y a des collègues qu'on doit redéployer dans un collège qui se trouve à Point E. Entre Blaise Diagne et Point E, je ne crois pas que la distance est importante. Un surnombre inutile, le redéploiement de certains professeurs, une solution pour combler le gap dans certaines écoles, dans le besoin. Vous savez, c'est ce que disent les autorités et que nous contestons. Pour une raison bien simple. Vous venez dans un établissement comme le lycée, donc Blaise Diagne, mais c'est un établissement où on procède à des réductions horaires pour que toutes les classes puissent être pourvues en professeurs. Parce qu'il y a un déficit criard de salles par rapport au nombre de classes pédagogiques. Ce qui est plus important, c'est que les classes de terminale ne faut pas rester sans professeur de philosophie. Maintenant, quelles que soient les conséquences du point de vue pédagogique, le plus important d'abord, c'est qu'il y ait, évidemment, pour chaque matière, le professeur qui s'y est. Depuis la décision de redéploiement de certains professeurs, des syndicalistes ont fait état de leur désaccord. Pour eux, cette disposition réglementaire devrait faire l'objet d'une concertation avec les enseignants. Je vous l'annonçais en titre, le mouvement d'humeur des sortants de la FASTEF, la sortie du directeur de la formation et de la communication au ministère de l'Éducation nationale, pas du tout rassurante pour les grévistes. Catégorique, il a déclaré que le recrutement de nouveaux professeurs de lettres et d'histoire-géographie n'est pour le moment pas nécessaire. Mohamedou Moustapha Diagne a également indiqué que son ministère n'est pas garant d'un quelconque emploi pour les professeurs sortis de la formation payante. Écoutons-le, il est au micro d'Aminata Mbaresso. L'État ne peut pas prendre tous les Sénégalais issus de la formation payante. Ce que l'État prenne à la suite d'une commande, il y a une commission, donc il y a d'abord le ministère de l'Éducation nationale qui fait l'expression des besoins. Il y a une commission spéciale qui se réunit au niveau de la fonction publique. Enfin, c'est le Premier ministre qui autorise, évidemment, pour ce type pour le recrutement. En 2013, tous ceux qui ont été recrutés par voie de concours sont aujourd'hui dans les classes. Maintenant, eux, ils étaient au nombre de 717 formés au niveau de la FASTEF. Nous en avons pris déjà 368. Donc l'État a fait des efforts. Donc maintenant, les 368 là répondaient à des besoins et à des profils. Aujourd'hui, ce qui reste le gap, c'est évidemment ceux qui sont dans l'aide AG, c'est-à-dire ceux qui doivent enseigner l'aide histoire-géographie. Nous n'avons pas encore reçu de besoin là-dessus. Et puis parlons politique à présent. Suite à l'appel du chef de l'État, le PDS n'entend pas se concerter avec le gouvernement sans que Karim Wade et Oumar Sarr ne soient libérés. Le député Péris Abdombo assimile cela à du chantage. Il insiste sur la notion de séparation des pouvoirs et du respect des institutions. Il a rencontré nos reporters Maïmouna Ndiaye et Mohamed Dian. Les leaders du Parti démocratique sénégalais prêts à discuter avec le chef de l'État sur la question de la révision de la Constitution, mais à une seule condition, la libération de Karim Wade et de leur coordonnateur Oumar Sarr. Abdoumbaou appelle les libéraux à plus de sérénité. Dans un processus comme ça, il ne peut pas y avoir de conditions. C'est pourquoi je dis que le Parti démocratique sénégalais, en tant que parti indépendant, a le droit de donner son avis par rapport à l'appel du chef de l'État. Mais cela n'enlève en rien que le président de la République va continuer à consulter les citoyens sénégalais pour les informer de son projet de révision constitutionnelle. Le membre du parti au pouvoir pense également qu'il faut respecter les institutions et la séparation des pouvoirs. Ceux qui sont dans les liens de la détention, ça c'est du domaine judiciaire, c'est du domaine exclusivement de la justice. Et je pense que ceci n'est pas négociable. Et je pense que ça, il faut que ça soit très clair. Je ne parle pas au nom du ministère de la Justice ni au nom de l'exécutif, mais en tant que parlementaire, je sais
que nous sommes dans un régime aujourd'hui où la séparation des pouvoirs est respectée. Donc, ceux qui sont au niveau des liens de l'administration, ça là relève exclusivement du domaine de la justice. Parce que le président de la République n'est pas quelqu'un qui fonctionne sous du chantage, c'est pas quelqu'un aussi qui fonctionne sous la pression. La question demeure, les leaders de l'opposition vont-ils entamer des discussions avec le président de la République Macky Sall sur la révision de la Constitution? En tout état de cause, l'apériste appelle au respect de la démocratie. La sortie d'Ousmane Tanor Dieng dans l'émission Le Grand Jury continue de faire des remous au sein même du Parti socialiste. Le maire socialiste de Dalifort soupçonne le premier secrétaire de la formation socialiste de faire du wahwahet. Selon Idrissa Diallo, Ousmane Tanor Dieng n'a jamais voulu discuter de cette candidature alors que l'année 2017 arrive à grands pas. Sa réaction dans ce reportage signée Fatou Bintou Conté et Tierno Laurent Mendy. La sortie de Ousmane Tanor Dieng sur la candidature du Parti socialiste ne surprend guère le maire de Dalifort. Idrissa Diallo révèle que cette question est toujours occultée par le secrétaire général du parti dans les instances de décision. Selon lui, ce dernier ne veut pas de candidat au PS. Pour en parler, il faudrait bien que celui qui les dirige accepte de l'inscrire à l'ordre du jour. Donc je crois qu'on parle de tout dans le parti sauf les candidatures. Et ça c'est fait exprès. Quand on parle de parti, je crois que c'est le secrétaire général seulement. C'est lui qui a le tempo. C'est lui qui doit décider de quand on va en parler. Et puis ça ne l'intéresse pas, on ne parle pas. Et puis bon, nous on a d'autres voies, d'autres canaux de communication pour dire ce que nous pensons. Parce que c'est dangereux d'étouffer les gens comme ça dans un parti, les débats qui concernent tous les Sénégalais, qui intéressent du moins tous les Sénégalais. On refuse de les poser en interne. Ils concernent même la vie du parti. Le parti aura son candidat, tantôt, je l'ai écouté hier, il est complètement vraiment en déphasage par rapport à ça. Parce que qui suit sa logique, moi je ne suis pas surpris en tout cas. Je ne suis pas surpris des positions de notre secrétaire général, Ousmane Tanor Dieng, qui en fait ne veut pas de candidat. Et s'il doit en avoir aussi, lui, ce qu'il n'aimerait pas voir, c'est que Khalifa Sall soit candidat. Ça, c'est ma conviction personnelle, moi. Idrissa Diallo soupçonne le secrétaire général du parti de vouloir se présenter encore pour les prochaines joutes électorales. Chose qu'il n'acceptera jamais. Il a varié dans son discours. Hier, il disait, est-ce qu'il considérait, je ne sais pas, sa position, alors que devant moi, en 2012, en pré-campagne, ici à la 9e coordination, à Yarah, au cafétéria de Yarah, il a dit que c'est sa dernière candidature, sans ambiguïté. Il l'a dit dans Jeune Afrique. Maintenant, quand ça varie, ça s'est nuancé, il est en train de varier un peu dans les positions. Et quand il annonce encore d'autres candidatures, il dit qu'il y a des gens qui demandent telle candidature et autres là, c'est qu'il veut créer plusieurs candidatures. Pour qu'à un certain moment, qu'on dise que les gens ne s'entendent pas et que lui, on le fasse sortir de l'autre côté. C'est comme ça que moi j'ai analysé la chose. Et je l'ai dit il y a un an. Ousmane Tanor Dieng entretient-il le flou dans cette situation? Non, réplique Idrissa Diallo. Leur leader a bien mijoté son plan pour que le Parti socialiste n'ait pas de candidat. Pas le flou. Pour ceux qui ne sont pas du Parti socialiste, c'est le flou. Mais pour ceux qui sont dans le Parti socialiste, qui en fait, même si quelquefois ils sont en déphasage par rapport à ce qui se passe, mais ils savent bien que M. Ousmane Tanor Dieng ne veut pas de candidature du Parti socialiste. Je l'ai dit au mois de mars 2015 et je le répète, c'est un complot que lui-même est en train d'entretenir contre des membres du Parti socialiste et contre le Parti socialiste. Parce qu'il ne veut pas que le parti aille. Il a sa position avec le pouvoir actuel. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Je n'en sais rien du tout. Mais je suis dans son comportement, dans sa façon de faire, veulent un candidat. Et ils sont en déphasage avec lui. Je ne sais pas s'il y a un rideau qui entoure, qu'il ne peut pas voir de l'autre côté. Mais j'ai dit, il est temps pour lui de se réveiller parce que les choses vont se passer sans lui. La candidature du parti divise actuellement les socialistes. Chacun tire de son côté. Que ce soit les partisans d'Ousmane Tanor Dieng ou bien de Khalifa Sall. Toujours en politique, la tournée de Malick Gakou à Fatick, le leader du grand parti a promis ce dimanche de faire du Sénégal un pays de développement et Fatick une région référence. Je vous propose de l'écouter. Le grand parti a une pensée spéciale pour vous, mais également que le grand parti est engagé à vos côtés pour faire en sorte que la région de Fatick soit une région de référence. Tout le monde sait. Et vous le prouvez tous les jours à travers votre engagement pour le Sénégal que cette région mérite plus et mieux. Non seulement plus et mieux pour faire du Sénégal une terre de référence, mais également en y contribuant de manière massive, de manière déterminante et de manière éloquente. Et nous avons tous constaté, grâce à votre mobilisation exceptionnelle, grâce à votre engagement et votre détermination, qu'ensemble avec les peuples sénégalais, nous allons changer ce pays pour en faire un pays de développement.
Et puis retenez près de 900 personnes interpellées par la police nationale. 4 opérations combinées se sont tenues à Thiès et à Dakar les 22, 23 et 24 janvier 2016 avec pour objectif de prévenir et riposter contre la menace terroriste. Ces individus sont interpellés pour accolage, défaut de carnet de santé, détention de faux billets, de chanvre indien, d'armes blanches, défaut de permis de conduire pour ivresse publique, vagabondage, entre autres, en communiqué de la police. Et puis Chartidiane, direction Thiès, où le gouverneur a présidé un conseil régional de développement ce week-end, un CRD, portant sur une manifestation religieuse du village de Gadeyel dans la commune de Ndiakhe. Un événement qui va drainer des milliers de fidèles. Le gouverneur s'engage à satisfaire la demande des autorités religieuses. Plus d'explications avec Seyla Tir et Gérante Diop. Le gouverneur de la région de Thiès, le préfet de Tivaouane, Maguette Diallo, et la famille Darmanko de Gadeyel ont passé en revue toutes les doléances liées à l'organisation de ce grand événement religieux. Toutes les organisations qui ont eu à se dérouler ont connu un succès, mais on a plus espoir cette année du fait de l'engagement marqué par le gouverneur, mais surtout aussi de l'engagement des chefs de service qui ont tous pris la parole pour prendre en compte les doléances. On l'exprime ainsi, ce n'est pas des doléances, mais c'est tout juste des préoccupations pour la bonne réussite de l'organisation qui rassemble non seulement la famille Darmanko, mais également tous les musulmans ici au Sénégal, mais également venant de l'extérieur. Amadou Sy, le gouverneur de la région de Thiès, face à toutes ces doléances, estime que toutes les dispositions seront prises pour mettre les pèlerins dans de bonnes conditions de séjour à Gadeyel, dans la commune de Niakhine. Nous avons passé en revue toutes les doléances et nous avons pu nous rendre compte que les doléances exprimées, Inch'Allah, trouveront satisfaction auprès des services parce que les chefs de service ont pris les engagements qu'il fallait. Et ces chefs de service que j'ai avec moi ici, jusqu'à présent, et je n'ai aucune raison d'en douter, se sont toujours acquittés, vraiment avec loyauté, avec engagement et avec compétence des missions qui leur ont été assignées jusqu'à présent. Nous sommes sortis des grandes rencontres de Tivaouane, de Ndiassane, de Thiénaba, où tout s'est bien passé. Donc il n'y a aucune raison que nous n'ayons pas les mêmes résultats pour ce qui concerne Gadeyel. Serigne Mourtada Amar, le guide religieux des Darmanko, venu assister à ce CRD spécial, a formulé des prières pour la stabilité du pays, sans manquer de prier également pour le chef de l'État. Cet événement religieux draine de nombreux pèlerins comme chaque année. Ils viendront de la région de Thiès et d'ailleurs. Et puis ce séminaire régional des pays de l'UEMOA sur la sécurité sanitaire des aliments, le Sénégal choisi comme pays pilote. Tout à fait, Chartidiane. Objectif, dynamiser le système de surveillance. Au sortir de ce séminaire, un cadre juridique communautaire sera mis en place. Pour plus de détails, écoutons le docteur Moussa Doumbia, chargé de la sécurité sanitaire des aliments dans l'espace UEMOA. Ses propos sont recueillis par Fatih et Mohamed Dian. Il s'agit de dynamiser un peu le système de surveillance du Sénégal, qui est déjà assez en pointe avec la présence d'un comité national du Codex Alimentarius, qui est chargé un peu de coordonner toutes les actions en matière de sécurité sanitaire des aliments au niveau du Sénégal. Donc c'est un bon exemple que nous voulons dupliquer dans notre espace communautaire. Nous savons que le Sénégal a fait pas mal de choses en termes d'organisation, en termes de coordination, et il a aussi permis de mettre ensemble les différents services qui interviennent en matière de sécurité sanitaire. Comme vous le savez, c'est une question qui est multidisciplinaire, qui implique beaucoup de départements ministériels, notamment celui de la santé, celui de l'agriculture et celui du commerce. Nous avons mis en place un cadre juridique communautaire à travers l'adoption des règlements communautaires qui est le règlement numéro 7 relatif à la sécurité sanitaire des végétaux, des animaux et des aliments dans l'espace UEMOA. On vous parlait en début de journal de la grève des travailleurs des collectivités locales. Aux Parcelles Assainies, le maire Moussa Sy est accusé d'avoir abandonné son poste par le député Apéris Alioune Badara Diouf. Ce dernier demande l'installation d'une délégation spéciale au niveau de cette municipalité, d'autant plus que la mairie a fermé ses portes pour 72 heures. Des attaques sans fondement selon Moussa Sy, que je vous propose d'écouter dans ce reportage signé Amam Biram Diouf.
Le maire Moussassi, parmi les grévistes qu'il assume, mettant du coup la clé des locaux sous le paillasson puisqu'il n'y a aucun service pour 72 heures. Cela hérite Alioune Badara Diouf qui a commis un huissier. Il n'a pas le droit, lui, de faire la grève parce que c'est il gère la première institution étatique de la commune. Donc, s'il ferme la mairie parce qu'il est parti en grève, ça c'est inadmissible. Bien de faire en tant que point focal des maires auprès de l'intersyndical, l'ensemble des mairies, nous avons fermé, nous avons été solidaires avec nos agents. Nous avons pris cette décision. La mise en place d'une délégation spéciale à la mairie des Parcelles Assainies, c'est ce que veut le député de l'APR à travers la saisine ce mardi de la tutelle. Saisir le ministère des collectivités locales pour lui dire quand même, ce maire-là, il sabote. Ce maire-là n'est pas là pour les populations des Parcelles Assainies. On demande qu'une délégation spéciale soit installée aux Parcelles Assainies. Délégation spéciale par rapport à quoi? Moi j'ai 400 agents, personne n'est venu au travail. 400 agents, j'ai payé 509 millions de salaire. Les gens cherchent du buzz, ils ne connaissent rien du tout. On les a battus aux élections. Loin des considérations politiques, Moussassi dit agir ainsi juste par conviction et par solidarité. Je suis d'aucun parti politique depuis 3 ans. Je n'ai participé à aucune réunion politique d'aucun parti. Depuis 3 ans, je ne suis dans aucun parti. Et je ne compte plus être dans aucun parti politique. Donc je n'ai pas de problème politique, moi. On ne peut pas faire la politique en observant la grève ou bien en fermant la mairie des Parcelles Assainies. Ils pouvaient le faire autrement. À la mairie des Parcelles Assainies, pas de problème de salaire, seulement la mise en œuvre de l'acte 3 de la décentralisation est source de problèmes, dit Moussassi, toujours déterminé dans ce combat. Énergie, infrastructure. Mambiram Diouf, merci. Le vice-premier ministre chinois en visite à Dakar. L'occasion pour nous de nous intéresser à la coopération sino-sénégalaise, disons, après la reprise des relations diplomatiques entre Dakar et Pékin. En moins de 10 ans, Pékin a injecté plus de 360 milliards de francs CFA au Sénégal, entre autres secteurs soutenus par la Chine, l'agriculture, l'énergie et les infrastructures. Dissa Prera. Énergie, infrastructure, agriculture, financement, autant de domaines de coopération. Entre le Sénégal et la Chine, les relations d'affaires sont assez soutenues 10 ans après la reprise des relations diplomatiques entre les deux pays. Chine appuie le Sénégal sur plusieurs domaines. Modernisation, renforcement et extension de la boucle de Dakar. C'est le secteur de l'énergie. Pékin a dépensé près de 70 milliards de francs CFA. Côté infrastructure, le Grand Théâtre, le musée de la civilisation noire, 2 joyaux culturels qui ont coûté près de 40 milliards de francs CFA, sans oublier la construction et la réhabilitation de 11 stades régionaux. Projet toujours en cours. L'agriculture, une tradition en Chine, des experts chinois en riziculture ont encadré des paysans de la vallée du fleuve Sénégal. Résultat, des rendements de 9 tonnes à l'hectare, du jamais récolté dans la zone. La Chine forme les agriculteurs sur les différentes techniques agricoles. En moins de 10 ans, Pékin a injecté près de 360 milliards de francs CFA au Sénégal. Un partenariat dit gagnant-gagnant, une coopération riche de plusieurs réalisations. Ancien allié de la Chine, dans les années 70, le Sénégal avait accueilli plusieurs missions agricoles et médicales, tant appréciées dans plusieurs localités de l'intérieur du pays. Pour rappel, la Chine et le Sénégal avaient cessé leurs relations diplomatiques suite à la reconnaissance de Taïwan par Dakar. Nous parlons de la situation au Burkina Faso. Plus d'une semaine après les attaques terroristes, l'heure est au recueillement. Si un hommage aux victimes a été rendu, les autorités se disent plus que jamais déterminées à lutter contre le terrorisme. Hier dimanche, une marche silencieuse a été organisée. Parmi les marchands, des Sénégalais vivant dans la ville de Bobo-Dioulasso. C'est parti pour la page des sports. Nous ouvrons cette page des sports avec la lutte, le choc Ama Baldé Gouy Gui. L'issue, une déception pour les amateurs de lutte. Ama Baldé a triomphé sans une véritable confrontation. L'attitude de Gouy Gui décriée par les spécialistes qui ne craignent pas tout de même une possible déclin dans l'arène sénégalaise. Un sujet signé Chersad Ibou Diouf et Diafaraba.
Les deux lutteurs se font face, l'arbitre donne le coup d'envoi. Mais Guigui se lance dans des incantations en voulant faire le tour de l'enceinte. Son adversaire l'intercepte, le cogne et il s'affaisse. Ama Baldé remporte ainsi le tournoi de la TNT. La montagne a accouché d'une souris. Le premier grand choc de la saison laisse un goût inachevé et la non-maîtrise des règlements de certains lutteurs est avancée. Ama Baldé li mu war a def la def arbitre sifflé na day dem à l'assaut. Ama a fait ce qu'il devait faire. L'arbitre a bel et bien sifflé. Guigui doit lutter. Si l'arbitre ne lui accorde pas une pause, ce sont des règlements qui se trouvent dans le chapitre 7, article 41, et on doit les inculquer aux lutteurs. C'est des règlements yoo xam ne dañ ko war a jàngal mbër yi. Une parodie de combat qui donne une mauvaise publicité à la lutte sénégalaise, déjà en perte de vitesse. Que nenni pour nos spécialistes. genre yu bëri yu mel nii ki koy def lay yàq dama lay wax benn affaire bàkkaaru làmb ku mu toppati yàqu nga. C'est une faute professionnelle de la part de Guigui, inacceptable aux yeux des amateurs et de tous les acteurs de la lutte. Il s'est condamné tout seul. Pour nga amaat combat day jafe. nañ jàpp ne am li am dem incident la rek day am ci lu ne du ci làmb rek lay am c'est incident bu am la ci làmb. C'est juste un incident. Nous devons arrêter de parler de crise dans la lutte. Celle-ci n'a pas sa raison d'être. Cette saison, le calendrier est bien fourni en termes de combat. kon xëy na crise bi mbër yu mag yi la ñu mën a wax mais làmb ji mi ngi dox ci xale yi. Grand perdant dans ce combat, Guigui est appelé à revoir ses habitudes. tey jii boo gisee Guigui ci communication ñëpp nangu nañ ne léegi il a changé na léegi. Guigui a évolué dans sa communication. Il lui reste à faire autant sur le plan technique, tactique, pour montrer vraiment qu'il a progressé. Plusieurs perspectives s'ouvrent par contre pour Ama Baldé. Son triomphe de 3 victoires en autant de sorties dans le tournoi de la TNT lui donne la latitude de croiser aujourd'hui les ténors de la lutte. Guigui battu par Ama Baldé alors qu'il récitait ses incantations. Pour les amateurs de lutte rencontrés par la rédaction, l'attitude du lutteur est à revoir. Suivons ce micro-trottoir réalisé par Cher Sadibou Diarra et Diafaraba. Guigui a été trop amateur. Après le coup d'envoi, il ne reste qu'à lutter. Plus de place à des incantations. Tous ceux qui ont suivi le combat ont été très déçus. Nous nous attendions à une confrontation spectaculaire qui pourrait raviver la flamme dans la lutte. Mais la maturité des lutteurs laisse à désirer. Parce que qui dëgg bi yem di seetaan mais lu bëgg loo xalam la bëgg. Nous ne voyons plus les beaux combats d'avant. Cela risque de provoquer le déclin de la lutte car personne ne va plus les suivre ou mettre son argent. Boba jëmewul fenn suñu cosaan fenn parce que étranger bi ñëw sax du gis bëre. mbër yi dafa am lu manqué ci ñoom mooy que dañu waroon a am benn staff boo xam ne dañ leen di conscientiser ci lu bëree. La formation des lutteurs doit s'accentuer dans les écuries. Ils doivent respect aux amateurs qui se sacrifient pour venir les suivre. Guigui, si cela ne dépendait que de moi, on devrait le sanctionner, le suspendre pour 1 ou 2 ans, ainsi il ne va plus le répéter. dagg sa xaalis dina am leneen lu mu changer ci comportement yi. Parlons de basket à présent avec la suite de la première journée chez les dames. Jaraaf dispose de Ouakam 53-42, une victoire qui ne masque pas les carences des verts et blonds selon l'entraîneur. Du côté des Ouakamois, le manque d'expérience des joueuses a pesé. Pape Faraning, Younous Diatta. Plus à droite que les Ouakamoises, les filles de Jaraaf ont remporté le premier match 53-42. Un écart de 11 points devant le Jaraaf très expérimenté donne des idées au coach de l'ISO. Toutefois, il compte apporter des changements sur certains secteurs pour avoir une équipe compétitive pour le maintien. J'ai eu qu'une quinzaine de jours pour travailler. Je pense que comme une équipe comme le Jaraaf, 53-42, 11 points d'écart, c'est une bonne chose. Sauf que la préparation a été un peu tronquée. En ce moment, on est en train de faire les bouchées doubles pour rattraper vraiment ce qu'il faut comme lacune et corriger. Le secteur faible, c'est le jeu intérieur parce qu'on avait ciblé un certain nombre de joueuses intérieures, mais malheureusement, les démarches n'ont pas été concluantes. On fait avec ce qu'on a, à défaut d'avoir ce qu'on veut. Je suis en train de faire avec ce que j'ai parce qu'on a beau cibler 3 à 4 joueuses intérieures, les démarches n'ont pas abouti. Même au bout du compte, la victoire est acquise. Il reste beaucoup à faire, surtout le secteur de la main. Les ailières, même au niveau intérieur,
il y a eu beaucoup de déchets, de bonnes choses et de moins bonnes choses. Donc on a commencé tardivement. On est à 15 séances. Donc il nous faut encore redoubler d'efforts. Il nous faut encore beaucoup travailler sur le plan collectif. Match très disputé, tous les cartons étaient très serrés. Même à la pause, l'écart était de 3 points. Un début de saison très moyen pour les filles. Certaines équipes n'ont qu'une semaine d'entraînement dans les jambes. Pafaraning, c'est la fin de ce journal. Merci Léa. Merci à toi, Charty. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images.